nous allons passer maintenant à la dernière communication dans cette session du matin. C'est la communication du professeur Hassan Asqti. Hassan Asqti, le professeur Hassan Asqti, c'est un professeur de droit privé. C'est le chef de département de droit privé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Il a beaucoup de relations avec des universités, surtout françaises, en particulier l'université Paris 9, où il développe plusieurs recherches. Il est aussi juriste d'affaires. Il a plusieurs publications dans des revues et aussi des publications personnelles dans des livres comme auteur. Le professeur Hassan Asqti n'a pas voulu que je m'étende beaucoup sur sa présentation, donc je me contente de ce qu'il m'a dit et je lui donne la parole pour nous parler de l'acte d'avocat, l'émergence d'une nouvelle catégorie d'actes juridiques dans le domaine immobilier. Merci Monsieur le Président, chers collègues, chers auditoires, bonjour à tout le monde. Alors, la réflexion que je vous propose, c'est sur l'acte d'avocat vers l'émergence d'une nouvelle catégorie d'actes juridiques, mais plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Alors, on sait pertinemment que, selon l'adage, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Alors, en partant de ce principe, le législateur marocain accorde une très grande importance à l'écrit, à travers le DOC, le Daïra des obligations et contrats, alors l'équivalent du Code civil marocain. Alors, cette orientation, elle s'est inspirée de réflexions. Alors, cette orientation, c'est-à-dire la réflexion selon laquelle le législateur marocain accorde une très grande importance au droit de l'écrit, il s'est inspiré de deux orientations. Premièrement, de la législation étrangère. Donc, on s'est inspiré de ce qui se fait aujourd'hui sur le plan au niveau de la législation étrangère. Mais également, on s'est inspiré du droit musulman. Alors là, bien évidemment, je souligne que le plus lent verset du Coran, c'est le verset numéro 282 de Surat Al-Baqarah, qui insiste sur l'importance de l'écrit. Alors je cite: Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Donc là, l'importance de l'écrit au niveau du droit musulman. Alors, quelle est la configuration aujourd'hui du droit de l'écrit en droit commun? Je parle de Tolédon. Alors la configuration est la suivante. Alors jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que la configuration ou l'architecture juridique de droit de l'écrit au Maroc, elle est composée de trois actes. Alors il y a l'acte authentique, il y a l'acte d'avocat et il y a l'acte sous signe privé. Alors je parle de tous les domaines sans exception. Alors le droit de l'écrit en matière immobilière. Alors ce qui nous intéresse bien évidemment à travers cette intervention. Alors aujourd'hui, dans le domaine de l'immobilier, on peut dire que le législateur marocain, après avoir écarté l'acte sous signe privé, alors aujourd'hui on peut dire que la configuration est composée uniquement de deux types d'actes. Alors les actes authentiques, qui sont rédigés par les notaires et les actes adhérents après authentification, et les actes d'avocat qu'on appelle aujourd'hui au niveau qui sont dénommés au niveau d'un certain nombre de textes de loi, actes avec une date certaine. Alors, je vais présenter ma réflexion sera partagée en deux moments. Alors, dans un premier point, je vais aborder le cadre légal de la rédaction des actes par les avocats, que
je vais scinder en deux points. Alors, premièrement, le cadre général de ces taxes, qui est régi par la profession, qui régit la profession des avocats aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, le cadre spécial qui est prévu par des textes en matière immobilière. Et dans un deuxième temps, on va essayer de répondre à quelques questions soulevées par ce type d'acte qui vient de pénétrer sur la scène du droit de l'écrit au Maroc, en l'occurrence la portée et la nature juridique de cet acte. Alors, quelle est la qualification juridique aujourd'hui de l'acte qui est rédigé par l'avocat? Et dans un deuxième temps, on va essayer de se poser la question sur l'étendue de la responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes. Alors, premier point, le cadre légal. Alors, il y a un cadre général prévu par la loi qui régit la profession. Aujourd'hui, l'avocat, en plus de la défense, en plus de sa mission de défense et de représentation des justiciables, aussi bien devant les tribunaux, mais également devant les administrations, il a une autre mission. Alors cette mission, c'est celle de la rédaction des actes ou des contrats de façon générale. Alors cette mission a été prévue déjà au niveau de la première loi qui régit la profession d'avocat au Maroc en 1979, à travers laquelle l'avocat a pour mission de rédiger les actes sous signe privé de quelque nature qu'ils soient. Alors là, le législateur, il parle des actes sous signe privé, quelle que soit leur nature. C'est-à-dire que l'avocat, à travers cette loi, il a le droit de rédiger des actes dans presque tous les domaines, mais des actes sous signe privé. Alors là, la loi, il a bien précisé la nature juridique de ces actes. Vient après la loi de 1993, qui a bien évidemment repris la même formulation, c'est-à-dire en donnant droit à l'avocat de rédiger uniquement des actes sous signe privé. Alors là, bien évidemment, comme je viens de le dire, il a bien spécifié la nature juridique de cet acte. En 2008, la dernière loi, la formulation ou la stipulation prévue par la loi vient de la façon suivante. L'avocat a le droit de rédiger des contrats. Alors là, on a changé le terme, bien évidemment, de rédiger des contrats, mais de rajouter son droit de représenter les parties si jamais il y a un conflit à l'occasion de l'exécution de cet acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avocat, il a le droit de rédiger les contrats dans tous les domaines, mais à l'exception, si jamais il y a un conflit entre les parties, dont l'origine vient de l'exécution de l'acte qui a été rédigé par l'avocat, alors là, dans ce cas, l'avocat, il n'a pas le droit de représenter les parties devant la justice, c'est-à-dire de représenter les intérêts des parties, de défendre l'une ou l'autre. Alors ça, c'est au niveau général. C'est-à-dire que l'avocat, déjà en 1979, est rédacteur d'actes, mais les actes se signent privés. Alors, le cadre spécial, parce que ce qui nous intéresse au niveau de cette communication, c'est de partager cette réflexion au niveau dans le domaine immobilier. Alors, le cadre spécial, il est prévu par un certain nombre de textes qui régissent aujourd'hui le domaine immobilier. Alors, premièrement, la loi, par ordre chronologique, je commence par la loi 1800, qui régit la copropriété des immeubles bâtis au Maroc, qui date de 2002, qui donne droit, à travers son article 12, à l'avocat de rédiger les actes dans le domaine immobilier. Après, il y a la loi 4400 de la même année sur les immeubles en état futur d'achèvement, la fameuse VIFA. Également, au niveau de cette loi, à travers l'article 618.3, l'avocat fait partie de ces professionnels, à côté des notaires et des adultes, qui ont le droit de rédiger des actes sur ce genre d'opération. Troisième étape, troisième loi, c'est la loi 5100 en 2004 sur la location-accession. Alors là également, le législateur a prévu que l'avocat fait partie de ces professionnels qui ont le droit de rédiger les actes sur ce genre d'opération quand il s'agit d'une opération de location et cession après. L'article 4. Et récemment, en 2011, le Code des droits réels, qui a donc fermé la porte sur les actes sous signe privé au Maroc
dans le domaine immobilier. Alors en lisant les dispositions de cet article, on trouve également que de la même manière, comme il a été formulé au niveau de la loi 1800, 4400 et 5100, alors là également, les avocats font partie de ces professionnels, à côté des notaires et des adultes, qui ont le droit de rédiger les actes quand il s'agit bien évidemment des opérations relatives aux droits réels. Alors, à la lecture de ces 4 textes de loi, quels sont les actes qui sont autorisés aux avocats? Parce qu'il y a des exceptions. Alors, à la lecture de ces textes de loi qui régissent aujourd'hui la matière immobilière au Maroc, on peut lire que l'avocat a le droit de rédiger les actes relatifs au transfert de propriété, de création et des autres droits réels, mais également toute opération ayant une relation avec le transfert de propriété ou la modification de propriété. Voilà donc la disposition qu'on peut dégager de ces 4 textes de loi. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire il y a certaines opérations qui sont interdites aujourd'hui aux avocats en matière immobilière. Alors les actes interdits aux avocats. Alors premièrement, l'acte de donation. L'article 274 est très clair. Un avocat n'a pas le droit de rédiger un acte de donation. Également, il y a ce qu'on appelle l'acte de donation aumônière. Alors l'article, la sadaqa, alors l'avocat, il n'a pas le droit d'élaborer ce genre d'acte. Il y a également l'acte de morarasa. Alors morarasa 268, là également l'avocat n'a pas le droit de rédiger ce genre d'acte. Il y a l'acte de droit viager, ou ce qu'on appelle al-umri. L'acte de droit viager également, l'avocat n'a pas le droit de rédiger ce type d'acte. Et enfin, il y a acte de nantissement, l'article 147. Alors la question qui se pose, pourquoi on a interdit aux avocats aujourd'hui au Maroc, à l'issue de ces 4 lois, la rédaction de ce genre d'actes? Moi je trouve que la raison est due à 2 choses. Premièrement, ce sont des actes compliqués, alors acte de donation aumônière, ou acte morarasa, ou acte de droit viager, ou acte de nantissement. Ça ne veut pas dire que l'avocat est incapable de rédiger ce genre d'actes, mais ce sont des actes qui pratiquement, pour les élaborer, et nécessitent bien évidemment une certaine technicité, et ça prend parfois du temps, l'exemple de acte morarasa. Deuxièmement, ce sont des actes à titre onéreux, à titre gratuit. Alors là, bien évidemment, il s'agit de donner de son patrimoine. Donc il y a un risque énorme au niveau de ce genre d'acte. C'est la raison pour laquelle je vois personnellement pourquoi le législateur a exclu l'avocat de ce genre de ce type d'opération immobilière. Bien évidemment, le reste, à travers les 4 textes de loi qu'on a vus, l'avocat a le droit de rédiger les actes en matière immobilière. Alors, après cet aperçu général sur l'acte d'avocat qui est donc prévu par la loi qui régit la profession, et après cet aperçu sur les textes spéciaux en matière immobilière, qui donnent droit à l'avocat, à côté des autres professionnels de droit, de rédiger des actes en matière immobilière, il y a quelques questions qui se posent aujourd'hui. Alors c'est ce que je vais partager avec vous au niveau de ce deuxième point. Alors quelques questions posées par ces actes, c'est-à-dire les actes rédigés par les avocats qui sont appelés aujourd'hui les actes à date certaine. La première question, c'est la question de qualification, la nature juridique de cet acte. Alors, aujourd'hui, il y a des courants, il y a des courants doctrinaux, donc des écoles. Il y a certains juristes qui disent que l'acte d'avocat, rédigé par l'avocat en matière immobilière, c'est un acte authentique. Il y a ceux qui disent que l'acte rédigé par l'avocat en matière immobilière, c'est un acte sous signe privé, mais à forme particulière. Donc il y a un grand débat aujourd'hui, aussi bien sur le plan doctrinal, mais également sur le plan jurisprudentiel. Alors moi j'étais choqué par 2 jugements, l'un qui a été rendu par le tribunal de première instance d'Agadir, qui a qualifié, on lit la tendance, qui a qualifié un acte rédigé par un avocat comme un acte authentique. Alors de toute façon je ne vais pas trancher sur cette question, c'est un avis personnel, donc il y a un grand débat là-dessus.
Alors, pour pouvoir analyser la nature juridique ou la qualification juridique de l'acte d'avocat, alors, dans un premier temps, on va essayer de voir quelles sont les conditions de fond et de forme qui sont prévues par la loi aujourd'hui au Maroc pour rédiger ce genre d'acte. Alors, les conditions de validité de l'acte. Alors, premièrement, en revenant aux dispositions qui donnent droit aujourd'hui à l'avocat de rédiger les actes, on peut lire que, à côté des conditions de fond et de forme qui sont prévues par le droit commun, c'est-à-dire le derrière des obligations du contrat, l'équivalent du code civil, donc le code civil, il y a certaines conditions de forme et de fond particulières liées à l'acte d'avocat. Alors commençons par les conditions de fond. Alors quand on parle de l'acte d'avocat, c'est un acte qui est rédigé par un avocat. Donc il y a des conditions qui sont liées au rédacteur d'actes. Alors ces actes, alors c'est pas que les avocats qui ont l'habilité à rédiger ce genre d'actes, uniquement les avocats qui sont agréés auprès de la Cour de cassation. C'est-à-dire après une expérience de 15 ans. Seuls les avocats agréés auprès de la Cour de cassation ont le droit de rédiger ce genre d'acte en matière immobilière. Il y a les conditions de forme. Les conditions de forme, bien évidemment, ils diffèrent d'une opération à l'autre. Alors tout dépend de l'opération. Alors à la lecture des dispositions qu'on a vues tout à l'heure, alors il y a la loi 1800 sur la copropriété, il y a la loi 4400, il y a la loi 5100 et il y a également la loi sur le code réel 3908. Alors tout dépend de l'opération en question. Alors au niveau de chaque texte de loi, le législateur a bien précisé quelles sont les conditions de forme, mais également quelles sont les modalités et la procédure à suivre pour rédiger ce genre d'acte. Au niveau de la loi 1800, le législateur a bien précisé quelles sont les conditions des formes, c'est-à-dire les formalités, la procédure que doit suivre l'avocat pour rédiger ce genre d'acte. La même chose au niveau de la loi 4400, la loi 5100 et également 3908. Donc, pour chaque opération, il y a des particularités qui concernent l'acte d'avocat et qui diffèrent complètement de l'acte authentique qui est rédigé par un notaire ou par un. Alors, au niveau des conditions de forme, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en lisant les textes de loi, on peut lire qu'il y a un certain nombre d'indications obligatoires, tout dépend de l'opération, auxquelles l'avocat doit faire attention. Alors le temps ne permet pas de rentrer dans les détails. Il y a également les autres formalités et procédures. Donc c'est très particulier. Alors ce qu'on exige de l'avocat et la procédure, c'est ce qu'on exige de l'avocat en termes de conditions de forme, mais également en termes de procédure, c'est pas ce qu'on exige du notaire. Donc il y a une différence là-dessus. Alors la question qui se pose, à la lecture de ces dispositions, la question qui se pose, est-ce que l'acte rédigé aujourd'hui par un avocat en matière immobilière, est-ce que c'est un acte social privé ou c'est un acte authentique? Alors, hors la matière immobilière, alors si on sort du cadre de l'immobilier, on sait pertinemment qu'aujourd'hui au Maroc, l'avocat a le droit de rédiger des actes, mais des actes sous signe privé. Alors, à part l'immobilier, la qualification, elle est très claire. L'avocat a le droit de rédiger les actes sous signe privé. Par exemple, un contrat de location, les statuts, un contrat de société, un contrat d'entreprise. À part le domaine familial, qui fait partie du ressort des adultes, et les actes authentiques, également le domaine immobilier, les avocats aujourd'hui ont le droit de rédiger les actes sous signe privé dans tous les domaines. Mais ce sont des actes sous signe privé. Alors là, la qualification, elle est très claire. Alors, en matière immobilière, alors c'est là où la question est posée. Est-ce que l'acte rédigé par l'avocat est un acte sous signe privé, à forme particulière, ou c'est un acte authentique? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux courants aujourd'hui au Maroc. Il y a ceux qui disent que c'est un acte authentique, et il y a ceux qui disent que c'est un acte sous signe privé, mais à forme particulière. Alors, l'acte d'avocat, pour moi, il a ses propres caractéristiques. Les formalités exigées au niveau de la loi,
et la procédure qu'on exige de l'avocat, c'est pas la même qu'on exige quand il s'agit d'un notaire. Donc cet acte, il a ses propres caractéristiques, ses propres qualités, ses propres formalités, mais également une procédure très particulière. Alors, l'acte d'avocat, il doit être paraphé et signé par les parties. Toutes les pages doivent être signées, mais également légalisées. La légalisation de la signature des parties, il se fait au niveau des autorités publiques, mais également la légalisation de l'acte d'avocat lui-même, qui doit être fait au niveau du secrétariat greffe. Alors, ce n'est pas les mêmes formalités, ce n'est pas la même procédure qu'on demande aux notaires, mais également aux adultes. Alors, donc, on peut dire que l'acte d'avocat n'est pas un acte social privé. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, en matière immobilière, il n'y a plus de traces, hein, l'acte social privé est écarté du domaine immobilier. Également, l'acte d'avocat, pour moi, c'est une réflexion personnelle, l'acte d'avocat n'est pas un acte authentique. L'avocat n'est pas un adl, l'avocat n'est pas un notaire. Et l'acte rédigé par l'avocat, donc n'est pas un acte authentique. Donc c'est un nouveau type d'acte. Alors il y a certains qui disent que alors tout d'abord c'est pas un acte social privé. Et c'est pas un acte authentique, mais c'est un acte à mi-chemin entre l'acte authentique et l'acte social privé. Mais au regard de cette particularité, moi je vois que c'est un acte, bien évidemment, à part entier, qui n'a rien à voir avec l'acte social privé et l'acte authentique. Deuxième point, la responsabilité. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que l'avocat, ou la responsabilité de l'avocat, est prévue quand il s'agit de rédiger un acte? La responsabilité de l'avocat, je parle de la responsabilité de l'avocat, rédacteur d'actes. Bien évidemment, rédacteur d'actes en matière immobilière. Alors cela va nous amener à parler dans un premier temps des obligations de l'avocat. Alors quelles sont les obligations que la loi a incombé à l'avocat quand il s'agit de rédiger un acte en matière immobilière? Bien évidemment, le temps ne permet pas de revenir sur toutes les obligations et toutes les formalités, également la procédure que doit suivre l'avocat pour rédiger l'acte et pour que l'acte soit valable au regard de la loi. Mais je tiens à souligner brièvement quelques obligations sur lesquelles, bien évidemment, l'avocat peut être questionné et ça peut entraîner sa responsabilité. Je ne parle pas de l'avocat en tant que défendeur des intérêts au niveau de la justice ou du représentant des justiciables au niveau des administrations, mais de l'avocat en tant que rédacteur d'actes et plus particulièrement rédacteur d'actes en matière immobilière. Alors premièrement, l'information des parties. Alors l'avocat doit justifier qu'il a fait de son mieux pour pouvoir donner le maximum d'informations aux parties, c'est-à-dire aux parties qu'il a assisté lors de la rédaction du contrat. Là, bien évidemment, on peut revenir aux dispositions de droit commun, dans le cadre du droit de l'obligation. Mais on peut revenir également à la loi sur la protection du consommateur. L'avocat, il est lié par ses parties par un contrat de service. Donc il est censé donner l'information, et l'information bien évidemment qui va aider les parties à avoir une idée sur leurs droits et leurs obligations. Il y a également le conseil et l'assistance. Alors l'avocat en tant que rédacteur d'actes, alors il est là bien évidemment pour conseiller et assister, mais également protéger les intérêts des deux parties. Parce que là, il se trouve, il représente les intérêts des deux. Alors il y a certains qui posent la question, est-ce que quand on parle de l'acte d'avocat, est-ce que l'avocat il va intervenir en tant que représentant d'une seule partie? Par exemple, quand il s'agit d'un acte d'achat ou de vente, un avocat va représenter le vendeur et un deuxième avocat va représenter l'acheteur. Donc on se trouve devant deux avocats, chacun représente les intérêts de chaque partie. Réellement, un seul avocat, c'est un seul avocat qui intervient pour représenter les intérêts des deux parties. Il y a également le secret professionnel. Alors l'avocat, il est tenu par le secret professionnel comme les adultes et comme également les notaires, comme toute profession libérale. Il y a également la neutralité.
Alors la neutralité, parce que là, l'avocat, il se trouve devant deux parties. Alors là, il doit essayer d'élaborer un contrat équilibré où la normalité, où la stabilité et la sécurité juridique est assurée pour les deux parties. Il ne doit pas privilégier l'un ou l'autre. Et le respect des conditions de forme. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des textes de loi qui régissent l'acte d'avocat en matière immobilière. Chaque texte de loi a bien précisé les formalités et les procédures que doit suivre l'avocat pour que son acte soit valable. À défaut, il peut être frappé de nullité. Et le législateur, il est très clair là-dessus. Il parle de la nullité absolue et non relative. C'est-à-dire à partir du moment où l'une des conditions de fond ou de forme fait défaut, alors là, l'acte il est frappé de nullité. On arrive bien évidemment au dernier point, la responsabilité de l'avocat rédacteur. Est-ce que la responsabilité de l'avocat peut être prévue à l'occasion de la rédaction d'un acte à date certaine? Bien évidemment, oui. En tant que professionnel, en tant que prestataire de service, sa responsabilité peut être engagée par les parties, mais également par les tiers. Alors bien évidemment, quand on parle de responsabilité, il y a la responsabilité civile, il y a la responsabilité professionnelle, mais également la responsabilité pénale. Alors la responsabilité civile, alors l'avocat là, il intervient comme un prestataire de service. Donc il est devant deux clients, deux parties. Sa mission c'est de rédiger un contrat équilibré, fait en bonne et due forme, donc en préservant les intérêts des deux parties. Donc sa responsabilité civile, il peut être engagé. Alors là, bien évidemment, on parle de la responsabilité contractuelle, mais également de la responsabilité délictuelle, à l'égard des tiers. Donc, si une partie ou l'une des parties arrive à justifier que l'avocat n'a pas fait son travail, par exemple en matière d'information, en matière d'assistance, ou en matière de secret professionnel, s'il arrive à justifier qu'il y a une faute, qu'il y a un préjudice, et qu'il y a un lien de causalité entre les deux, bien évidemment, la responsabilité de l'avocat, il peut être engagée. Alors, il y a ceux qui disent que l'avocat, dans ce cas, n'est tenu que par une obligation de résultat. Alors là, c'est au niveau de la défense, quand il s'agit de défendre les intérêts des justiciables devant la justice. De moyens, l'obligation de moyens. C'est-à-dire, elle n'est pas tenue par le résultat, comme le médecin. Mais au niveau de la rédaction des actes, moi je vois qu'il y a une obligation, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Alors là, vous êtes tenu d'établir, d'élaborer un contrat équilibré qui permet de préserver les intérêts des parties. De toute façon, il y a un débat là-dessus. On attend bien évidemment la jurisprudence pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on va maintenir la même position en considérant que l'avocat n'est tenu que par une obligation de moyens, ou il y aura tendance à aller vers l'obligation de résultat et dire que à partir du moment où l'avocat ne fait pas son travail, donc la responsabilité civile. Il y a également la responsabilité disciplinaire. Alors la profession a bien cadré les mesures disciplinaires à l'encontre d'un avocat qui ne fait pas son travail. Et enfin, il y a la responsabilité pénale. La responsabilité pénale de l'avocat également, il peut être engagé dans ce cas. Quand il s'agit bien évidemment d'un faux, ou usage de faux, ou de falsification, ou d'escroquerie. Alors, on ne va pas donc défendre l'indéfendable. Donc l'avocat, il peut être engagé ou responsable pénalement si jamais l'une des parties arrive à justifier, bien évidemment, devant la justice qu'il y a de l'escroquerie ou qu'il y a de la falsification au niveau de certains documents. Donc, le mot de la fin, après ma réflexion personnelle, au regard des discussions sur la nature juridique de l'acte rédigé par l'avocat dans le domaine immobilier, en matière immobilière, donc, pour ceux qui disent que c'est un acte authentique, et comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine jurisprudence, mais qui reste bien évidemment une jurisprudence de première instance, reste bien évidemment à confirmer par les cours de deuxième degré, donc la cour d'appel, et également à confirmer par la cour de cassation. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut considérer ce genre de jugement
comme une référence. Donc il y a un grand débat là-dessus. Donc il y a ceux qui disent que c'est un acte authentique, c'est un acte social privé. Et moi, le mot de la fin, je dis que c'est un acte à part entière. C'est un autre type d'acte qui vient de pénétrer la scène du droit de l'écrit au Maroc. Et on attend bien évidemment la jurisprudence où il va tirer le fil. Est-ce que vers la considération de ce genre d'acte comme un acte authentique et considérer les avocats comme des notaires, chose qui n'est pas possible, ou c'est un acte social privé, alors qu'en matière immobilière aujourd'hui on essaie d'écarter les actes sociaux privés, ou on va dire bien évidemment c'est un acte à part entier et qui a ses particularités et ses spécificités. Merci de votre attention. Je remercie beaucoup le professeur Hassan Asqti pour son intervention. Je vais faire un tout petit bref résumé en arabe pour les arabophones. الأستاذ أسقطي تحدث عن إشكالية الوثائق المحررة من طرف المحامي من الناحية القانونية. حدد بأن المشرع المغربي تحدث عن هذه الصلاحية منذ سنة 1979 وحدد بدقة نوع العقود التي يمكن للمحامي تحريرها. تحدث بعد ذلك عن التحديد، تحدث بعد ذلك بالتحديد عن تحرير العقود المتعلقة أساسا بالعقارات أو التفويتات العقارية. لكن هناك عقود لا يمكن للمحامي تحريرها، مثل الهبة، الصدقة، المغارسة، الرماء إلى آخره. هناك عقود ليس مسموحا للمحامي تحريرها. في نظر الأستاذ المحاضر ربما لكونها عقودا معقدة أو لكون طبيعة التفويتات طبيعة مجانية. أيضا تحدث عن طبيعة العقود المحررة من طرف المحامين. هل هي تعتبر، هنا سأقوم بترجمة المصطلح الفرنسي أوتنتيك. هل هي تعتبر أصلية؟ ممكن ترجمة ذلك ممكن أيضا ترجمة ذلك بصحيحة، أصلية أو صحيحة. وهل لها القوة القانونية الواجبة أم طبيعتها غير ذلك؟ تحدث عن شروط تحرير العقود من طرف المحامين. تحدث عن الشروط الشكلية والشروط الإجرائية أو المسطرة القانونية الواجبة على المحامي اتباعها. ركز المحاضر على الاتجاهات القانونية التي تطرقت إلى إشكالية طبيعة العقود التي يسمح المشرع للمحامي بتحريرها. وهنا حدد موقفه الخاص، الأستاذ حدد موقفه الخاص من هذه القضية، معتبرا بأن العقود المحررة من طرف المحامي لا تعتبر عقودا أصلية لأن المحامي ليس عدلا ولا موثقا. تحدث عن إشكالية تمثيل طرفي العقد من طرف محام واحد وما ينتج عن هذه الإشكالية من مسألة الاستقلالية أو ما يصطلح عليه بالمصطلح اللاتيني المعرب ديونتولوجية المهنة. ثم ختم بأمرين يعتبرهما مهمين وهما مهمين كذلك. مسؤولية المحامي محرر العقد، هل هو مسؤول عن العقود التي يحررها؟ مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية. المسؤولية مدنية في إطار المسؤولية التعاقدية، وتحدث أيضا ببعض التفصيل عن المسؤولية الجنائية. كذلك تطرق لإشكالية تحديد مسؤولية المحامي كمحرر للعقود على أساس أنها إشكالية موضوع نقاش اليوم ينتظر حسمها من طرف الهيئات التي تمارس الاجتهاد القانوني كمحكمة النقد أو محاكم الاستئناف، قبل أن يخلص لنتيجة
اللي هي نتيجة خاصة معتبرا مسألة تحرير العقود من طرف المحامون مسألة لها مصداقية في إطار معين. شكرا. طلب من